Bonsoir Jérôme Gage. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de l'Essonne. Merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir Philippe Val. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur de Charlie Hebdo. Merci aussi d'être avec nous. Je voulais qu'on commence par un mot sur la mort jeudi de Simon Fieschi, l'ancien webmaster de Charlie Hebdo. Donc le premier de la rédaction à avoir été touché le 15 janvier 2015 par les tirs des frères Kouachi. Il avait été grièvement blessé lors de l'attaque terroriste. Il est mort à 40 ans. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais, Philippe Val ? Non, ça s'arrête jamais. Je ne connaissais pas Simon personnellement, parce qu'il est arrivé après moi à Charlie. Mais il faut comprendre qu'il souffrait dans son corps, je l'ai vu au procès différents procès de Charlie, de façon quand même spectaculaire. Et il souffrait dans son âme, dans sa psyché, il souffrait moralement très fort de ce qu'il avait vu et vécu. Et je pense que cette onde de choc qui se produit lorsqu'il y a un attentat terroriste est incommensurable. Et elle se poursuit toujours. Je pense à lui, bien sûr, à sa famille et à sa petite enfant. Mais comme je pense toujours à ceux qui ont été frappés directement, les époux, les épouses, les amis, les connaissances, à Charlie Hebdo, mais à Nice, vous vous rendez compte le nombre de personnes qui vivent toujours dans le ballottement du chagrin, de l'angoisse, de la peur, de la dépression, des mois, des années après. Comme c'est vrai pour les gens du Bataclan, c'est très difficile de se remettre, de sortir, de désactiver cette douleur et cette angoisse et cette peur que produit le terrorisme. Voilà, et on se dit ça finira jamais. Moi, je tiens à rendre hommage à ceux qui continuent courageusement, incroyablement à faire Charlie Hebdo, à faire ce journal si difficile à faire étant donné ce qu'il est devenu et ce qu'il a subi et ce qu'il trimballe dans sa mémoire. Et quand tous les jours ils viennent au journal, je pense que tous les jours ils pensent à ce qui s'est produit, ils vivent avec ça. Cette espèce de cauchemar est un compagnon de vie, de compagnon de route qui est très très difficile à supporter. Jérôme Gage. Ouais, que vous dire, c'est évidemment dramatique et ça nous dit immédiatement en fait que le traumatisme de janvier 2015 et de l'année 2015, il demeure dans la chair et dans la tête de ceux qui l'ont subi, mais en fait en réalité il demeure dans l'ensemble du pays et voilà, et on se rappelle la force et la dignité de chacun de ces témoignages après s'être reconstruit physiquement. Le fait qu'il s'exprimait beaucoup, il allait dans des écoles. Moi, j'étais samedi après-midi, il y avait la remise du prix Samuel Paty de la laïcité qui a rendu hommage à Simon parce qu'il était venu lors de la première remise du prix et qu'il prenait du temps régulièrement pour aller dans les écoles pour parler justement de ce beau et nécessaire concept de liberté d'expression, y compris jusqu'à l'irrévérence de cette singularité française. Et sa disparition, ça nous dit en effet que ça nous rappelle la prégnance du traumatisme pour chacun et chacune d'entre nous. Je me rappelle cette image où, je sais plus, dans un entretien, il rappelait que physiquement il était meurtri et que une des conséquences c'est qu'il pouvait plus faire de doigt d'honneur puisqu'il avait plus la. Oui, parce qu'il y avait une ironie, une magnifique ironie. Voilà. Je vous invite à relire un texte là, qui est beaucoup, qui retourne beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'il avait publié en 2020 sur le site de Charlie Hebdo, où il racontait comment il était sorti de ce sarcophage physique qui était le sien, mais dans ce texte transpiré. Le fait que c'était pas sûr qu'il soit sorti du sarcophage dans sa tête, il évoquait même dans ce texte la possibilité de mettre fin à ses jours. Voilà. Il y a un très beau texte de Yannick Hanel qui est sorti dans Le Monde. Dans Le Monde, oui. Vraiment. Donc je vous invite absolument tous à prendre connaissance. C'est un magnifique texte. Je pense que la meilleure façon de rendre hommage et d'aider ces victimes. Des gens qui ont été victimes du terrorisme, c'est de combattre le terrorisme, les causes du terrorisme, l'écosystème du terrorisme, d'où ça vient, quelle est la religion, quelle est la base, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a rendu possible ce terrorisme, idéologiquement, religieusement, socialement, il faut combattre ça.
Et c'est le meilleur moyen déjà de ne pas les oublier. Est-ce que vous avez le sentiment, alors je vais faire une transition avec le politique et le gouvernement, vous avez le sentiment que le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, prend ce sujet du terrorisme à bras-le-corps avec les bons mots, la bonne attitude, la bonne posture politique, Philippe Val? Je pense que la meilleure des postures politiques est la plus dure et la plus ferme. De ce point de vue-là, il est dur et ferme, non? Oui, les autres sont des traîtrises. Les autres attitudes sont des traîtrises. Alors, on va juger Retailleau à son action, pas au premier mot qu'il prononce en arrivant dans son bureau à Beauvau. Mais quel que soit le ministre, qu'il soit de droite, de gauche, ça dépasse les clivages politiques. Le meilleur ministre, c'est celui qui se bat le plus durement contre tout ce qui peut rendre ça possible. Quel est l'écosystème dans notre société? Et il faut détruire cet écosystème. Détruire cet écosystème. Est-ce que vous pensez, Jérôme Gage, que cette fermeté, cette dureté que Philippe Val reconnaît à notre nouveau ministre de l'Intérieur est une bonne chose, hein? Vous vous souvenez de sa passation de pouvoir avec Gérald Darmanin. Il a dit « j'ai 3 priorités. Première priorité, rétablir l'ordre. Deuxième priorité, rétablir l'ordre. Troisième priorité, rétablir l'ordre. » Et depuis, les coups de menton n'arrêtent pas. Alors, vous parlez de coups de menton. Moi, je juge un ministre sur les actes et pas sur les rodomontades. Il n'a pas eu encore le temps pour les actes. Un petit peu convenu qu'un ministre de l'Intérieur peut être amené à faire, a fortiori quand, comme Bruno Retailleau, il saisit l'espace politique qui lui est donné pour s'affirmer. Mais je rebondis sur ce que disait Philippe Val. C'est pas que l'affaire du ministre de l'Intérieur. Évidemment, la prévention et la lutte contre le terrorisme, j'ose espérer, et moi par principe, je fais confiance dans les institutions de la République, que du renseignement, la DGSI, aux actions de sécurité sur les lieux qui peuvent être potentiellement ciblés, la vigilance demeure la plus absolue. L'enjeu, par contre, je rebondis sur le terme d'écosystème. C'est-à-dire de pouvoir considérer que c'est un sujet qui concerne l'ensemble des départements ministériels. Moi, je cherche pas des circonstances atténuantes à ceux qui basculent dans le terrorisme. Mais ça suppose que partout, à l'éducation nationale, au ministère des Solidarités, on se pose la question d'être dur avec le terrorisme, mais aussi parfois d'être dur avec les sources et les mots du terrorisme. Je vous parlais du prix Samuel Paty. La semaine qui vient de s'écouler était celle où on a rendu hommage et à Samuel Paty et à Dominique Bernard. Dominique Bernard, oui. Ce qui est intéressant, c'est de questionner aussi l'ensemble des faillites qui ont pu être les nôtres à certains moments, quand je dis les nôtres collectivement, de l'ensemble de la société, dans le soutien à apporter aux enseignants dès qu'il y a le moindre fait, même le moindre signal faible de remise en cause de l'autorité de l'enseignant, de remise en cause du contenu des enseignements, quand il y a des cabales, on le sait aujourd'hui qu'il y a eu une cabale organisée à ce moment-là, et que parfois il y a eu peut-être une défaillance dans la prise de conscience, notamment à l'intérieur de l'éducation nationale. J'ai le sentiment que les choses vont mieux aujourd'hui quand un enseignant est mis en cause sur sa manière de faire cours, sur les caricatures ou sur le respect de la laïcité. La machine éducation nationale est plus réactive qu'elle n'a pu l'être. C'était le fameux pas de vague à une époque. Mais ça, c'est une vigilance de chaque instant. Et c'est une pression qui doit être maintenue. Ça suppose de la formation, ça suppose des moyens. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des contradictions. Quand on donne la priorité, que ce soit à la lutte contre le terrorisme ou à l'enseignement de la laïcité ou des valeurs de la République à l'école, et que parfois, il manque des moyens. Ce que je veux dire, c'est un discours qui doit être holistique, qui doit être transversal, et qui peut pas être que dans la posture. Donc, mais je suis d'accord, ça devrait être des sujets de rassemblement de l'ensemble des Français sur le sujet, parce que ce qu'on disait à l'époque, quand c'est Charlie Hebdo qui est pris pour cible, c'est la liberté d'expression. Quand ce sont des juifs à l'hypercachère, c'est d'une certaine manière l'universalisme républicain. Quand ce sont des policiers qui sont assassinés, c'est l'ordre républicain. Et en fait, à travers ça, c'est la République dans un combat dont il faut mesurer qu'il est planétaire. Voilà, il y a un islamisme, nommons-le, partout dans le monde, qui s'en prend au fondement de la démocratie, souvent d'ailleurs en ciblant en premier les musulmans eux-mêmes. Ce sont les premières victimes de l'islamisme à travers le monde, et que, eh bien, il faut faire société, il faut faire bloc, et le faire de manière intransigeante. Ouais. Mais comment on fait pour faire vivre l'esprit Charlie, l'esprit Samuel Paty, l'esprit Dominique Bernard? Comment on fait, Philippe Val? C'est très difficile.
Alors, quand on a publié les caricatures en 2006-2007, on était très seuls, on a été mal compris malgré tout ce qu'on a pu dire. Des grands médias prescripteurs de morale et d'éthique nous ont très maltraités, nous ont dit mais vous êtes raciste parce qu'on défendait juste la liberté d'expression et que la liberté d'expression on la défendait contre des gens qui étaient des musulmans. Et des musulmans, donc des opprimés, enfin toute cette histoire qu'on connaît, alors que c'était pas des musulmans tranquilles, c'était pas des musulmans comme après tout avec lesquels on doit faire société, puisque c'est comme ça. Et puis on doit pas juger les gens sur leur religion, mais sur la façon dont ils la pratiquent, oui. Et là, en l'occurrence, on a été accusé de tous les maux. On était très seuls, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est peut-être plus réactif dans l'éducation nationale, comme vous le disiez. Et puis, quand un enfant de moins de 10 ans gifle son enseignante, comme c'est arrivé récemment, ou menace son enseignante, le problème, ce n'est pas l'enfant, c'est l'écosystème, une fois de plus, autour de l'enfant. C'est les parents, la famille, la mosquée qui fréquente, l'imam du coin, qu'est-ce qu'il raconte. Alors, comment on peut faire, je n'ai pas la réponse, pour que dans nos écoles, il y ait une éducation européenne, cette fameuse éducation européenne, on parle Romain Gary, qui va contre une éducation anti-européenne. Parce que l'Europe est une espèce d'enclave de laïcité, de liberté d'expression, liberté de mœurs, où le corps des personnes est respecté, le corps des femmes, où les homosexuels sont banalisés dans leur sexualité, et bien heureusement. Comment faire pour que cette culture à laquelle on tient, dans laquelle nous avons la possibilité de notre vie bonne, de notre bonheur, ce à quoi on tient plus que tout. Comment faire pour que ça s'oppose sans violence, sans transgresser le droit à une éducation anti-européenne? Je n'ai pas la réponse. Je pense Est-ce que vous l'avez, Jérôme Gage? Non, mais je le redis ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord un sujet de vigilance permanent. On a tendance, une fois le prurit émotionnel, les périodes de traumatisme, à repartir comme avant. C'est, je le redis, un combat de chaque instant, qui est en fait le combat pour la République, tout simplement, pour lequel on a parfois renoncé à être outillé. L'enseignement de la laïcité à l'école, il s'est émoussé au fil du temps. Les enseignants dans leur formation initiale, en tous les cas une grande partie de ceux qui sont en activité aujourd'hui, ils l'ont pas connu dans leur formation initiale. Alors aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits sur la formation continue, mais il faut qu'ils soient outillés idéologiquement, conceptuellement, et qu'il soit aussi soutenu. Et puis qu'il y ait aussi du courage. Voilà, moi le temps des hommages, c'est bien, il faut qu'il y ait le temps du courage. Alors qui en a du courage aujourd'hui? Je vais vous dire, là, le jour anniversaire, le 16 octobre de la mort de Samuel Paty, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, et ça rebondit sur ce que disait Philippe Val, les gens ne savent pas les caricatures qu'il a présentées et qui étaient dans son enseignement. Et j'ai regardé, et je me suis moi-même posé la question, et en fait, personne n'a remontré ces 3 caricatures, les 3 dessins. C'est dur d'être aimé par des cons, sans coup de fouet si vous ne riez pas, et puis une étoile aînée. Et je me suis dit, mais en réalité, personne n'ose les montrer en se disant, ça va redéclencher éventuellement une polémique. Mais c'est le contraire. Le meilleur courage, c'est de dire, il a eu le droit et il a eu raison de faire cet enseignement. C'était au programme. Ces caricatures, il est allé les chercher sur le site EduScol et sur le site du réseau Canopé. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on ait le courage de dire, si on est attaché à la liberté d'expression, alors on n'a pas peur, non pas par provocation, parce que c'est souvent ce qui est dit, de dire, vous voulez reprovoquer et il faut que vous soyez plus discret, il faut que vous soyez dans la logique de ne pas offenser. Il ne s'agit pas d'offenser, il s'agit d'être en phase avec ce qu'on défend, la liberté d'expression ou la laïcité. Et le faire avec, je le redis, des moyens qui parfois font défaut. Qui a du courage aujourd'hui et qui n'en a pas?
L'ensemble de la société, elle préfère parfois regarder ailleurs. Non, mais dans la classe politique. Ah, si c'est le sens de votre question. D'abord, c'est pas qu'un sujet de classe politique, parce que ce serait donner à la classe politique une fonction. Oui, mais vous savez bien que ça passe forcément vous avez, à un moment. Vous avez raison. Moi, j'essaye de faire partie de ceux qui considèrent que ces questions-là, notamment à gauche, parce que parfois on a posé la question à gauche de savoir est-ce que vous êtes clair ou parfaitement clair sur cette question. Nous sommes dans l'ADN, c'est l'ADN, la liberté d'expression, cette logique voltairienne, la laïcité évidemment. Aristide Briand, le rapporteur de la loi de 1905, c'était un socialiste. Alors, on a parfois considéré que c'était des acquis sur lesquels il fallait plus travailler. Et à gauche, on a ce problème. Il y a plusieurs concepts, le travail, la nation, la laïcité, qu'on a abandonné à d'autres, considérant qu'ils étaient dans le patrimoine commun et qu'il n'y avait pas besoin de les défendre et de les promouvoir. Et donc, il y a peut-être un aggiornamento à faire, qui est de considérer que sur un certain nombre de ces sujets, c'est pas des gros mots de parler de la valeur travail et de l'importance du travail. C'est pas un gros mot de parler de la nation et de la fierté d'être français avec la diversité qui les compose. Et c'est évidemment pas stigmatisant que défendre la laïcité. Moi, je suis effrayé à chaque fois que quand on met en avant un certain nombre de ces concepts, on se dit ah oui, mais vous voulez stigmatiser telle ou telle religion. Non, il y en a certains qui instrumentalisent la laïcité pour aller cibler une partie de nos concitoyens. De qui parlez-vous, Jérôme Gage ? À droite et à l'extrême droite, la laïcité, c'est un glaive pour punir les musulmans dans leur ensemble. Ça, c'est insupportable parce que la laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est le droit de croire et de ne pas croire. Donc ça protège les musulmans, les juifs, les catholiques de la possibilité de croire et ça protège tous ceux qui n'ont pas envie de croire de leur choix. Extrême droite, donc extrême gauche ? Et à l'extrême gauche, eh bien, il y a une forme parfois de terrible, désastreuse, insupportable et à combattre, de relativisation, de contextualisation, de transformation précisément de ce que sont ces valeurs-là, en disant oui, mais vous allez enquiquiner, vous allez empêcher. Non, aucune complaisance, aucune sympathie pour les adversaires de la République. Donc l'islamisme est un adversaire de la République, je le combats, mais je sais faire la différence avec l'ensemble de nos compatriotes musulmans. De la même manière que on a vécu il y a quelques temps le débat. Vous êtes un peu seul à gauche sur cette ligne-là, Jérôme Gage. Ça c'est une petite musique. Non, mais c'est que peut-être qu'on n'a pas été assez tonitruant et je pense que eh bien on reprend le flambeau. Vous allez peut-être constituer des troupes, mais pour l'instant elles sont pas encore là. Mais parce que il faut se départir justement d'un discours parfois un peu victimaire qui a consisté à dire qu'il faut par principe respecter les minorités. Moi, j'aime pas ce concept de minorité. Moi, je ne vois qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale dans laquelle il y a des citoyens et des citoyennes libres et égaux. Et donc, l'identité, quelle qu'elle soit d'une personne, et notamment religieuse, ne prime pas. C'est la raison pour laquelle je combats toute forme d'essentialisation dans le débat politique. Je combats toute forme de communautarisation dans le débat politique. Et oui, je combats toutes celles et ceux qui, par électoralisme et paresse politique, considèrent que c'est plus simple de s'adresser à une communauté et à une identité, notamment religieuse. C'est faire insulte à ceux-là, de se dire je m'adresse à vous parce que vous êtes musulman, parce que vous êtes juif, parce que vous êtes catholique. Et c'est le contraire de la République. Le jour où on renouera avec ce beau principe d'universalisme républicain, alors on se portera mieux. Finalement, Bruno Retailleau le dit un peu plus fermement et un peu plus rudement que vous, mais il dit pas des choses très différentes. J'espère que quand on est un élu de la République, on est attaché à l'universalisme républicain et qu'on vient pas lui mettre des oui mais. Voilà, le drame de notre pays, c'est quand on met un mais à côté de principes essentiels, la laïcité, oui mais, la liberté d'expression, oui mais, la République, oui mais. Non, il y a des choses, a fortiori quand il y a des adversaires résolus, face à eux, on peut pas transiger. C'est pas des choses qui sont négociables. Ce qui rend le débat chez nous impuissant, ce qui rend le débat impossible, c'est précisément ce que peut avoir la droite et la gauche, ce que peuvent avoir la droite et la gauche en commun, ce qu'il est honorable d'avoir en commun, mais que la gauche et la droite, dans sa généralité, refusent parce qu'on ne veut pas avoir quoi que ce soit en commun avec l'autre. Et dans le cas, par exemple, du Rassemblement national et de la laïcité, ce n'est pas parce que le Rassemblement national s'est saisi de la question de la laïcité, abandonné lamentablement par l'extrême gauche d'ailleurs, il ne faut pas défendre la laïcité. Ce n'est pas parce que le Rassemblement national le défend à sa façon, qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la mienne, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut plus y toucher. Enfin, avec le bémol, Philippe, que quand ils la défendent pour dire c'est le glaive pour interdire, stigmatiser. Vous voyez, quand Éric Zemmour dit l'islam n'est pas compatible avec la République, c'est attentatoire à notre conception de la laïcité. Bien sûr. C'est attentatoire parce qu'il désigne une religion dans son ensemble par principe et a priori comme et qui est-il pour dire c'est compatible ou pas compatible avec la République. Mais là où Zemmour a en partie raison,
pas dans sa formulation, mais peut-être dans ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une partie de l'islam qui tend à la radicalisation et qui n'est absolument pas compatible avec la République. Oui, mais il dit l'islam n'est pas compatible avec la République et c'est insupportable. Ensuite, oui, mais il faut avoir l'étanchéité de le dire. Ensuite, l'extrême gauche, il restera pour les historiens de l'avenir un mystère. Un mystère qui, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde nos sociétés, est quand même assez hallucinant. Un énorme mystère. Comment cette extrême gauche, héritière de la pensée sartrienne et de la pensée anticolonialiste, et ce qui est honorable d'ailleurs, mais qui s'est construit aussi sur le concept d'antifascisme. Bon, il n'y a plus beaucoup de fascisme, il continue à être antifasciste, bon, d'accord. Sauf que ils se sont battus. Ils se sont construits sur la question. Et encore aujourd'hui, le fascisme passera pas. Il y a juste qu'il passe nulle part en ce moment. En tous les cas, pas en France. Mais il continue à dire qu'il faut pas qu'il passe. Et là où il passe vraiment, c'est-à-dire dans l'islam radical, qui est un véritable fascisme. Pour ce qui concerne les libertés publiques, la liberté de l'aller et de venir, la liberté de se vêtir, la liberté d'avoir une vie de femme, la liberté... S'il n'y a pas pire fascisme que cette version de l'islam radical. Et comment se fait-il, et en politique étrangère, comment se fait-il que cette extrême gauche antifasciste adhère au fascisme le plus évident, le plus patent qu'on puisse observer actuellement sur Terre, le plus radical? C'est un fascisme qui touche au corps des gens, à la vie quotidienne des gens, au non-respect de la vie privée des gens. Comment c'est possible que cette gauche se soit prise d'amour pour ce dont pour ce qui fait normalement l'identité de sa lutte? Elle existe pour lutter contre ça, et finalement, que ce soit au Moyen-Orient ou à Paris ou en France, de toute façon, elle est dans une contradiction. Mais on se dit, mais attendez, mais revenons sur Terre, retournons au réel. Qu'est-ce qu'ils foutent avec des fascistes? Les seuls. Il n'y a pas beaucoup de fascistes en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Si, il y a la AfD, la droite, tout ça, il y a des droites dures, mais ceux qui sont sociologiquement du coup fasciste, c'est l'islam radical. Comment se fait-il que ça soit le parti identitairement antifasciste qui soit son allié? Ça sera une grande question pour les historiens de l'avenir. Alors, messieurs, on vient d'avoir l'information, le Figaro vient de donner l'information selon laquelle le Doliprane passera bien sous pavillon américain. Ni la polémique politique suscitée par l'annonce de ce projet depuis le 11 octobre, ni la contre-offensive et la proposition de PAI, la branche dédiée aux médicaments sans ordonnance de Sanofi, n'aura conduit le laboratoire français à changer d'avis. Est-ce que ça mérite le scandale d'État que ça a provoqué, Jérôme Gage? Tout à l'heure, sur votre plateau, Pierre Moscovici posait les bons termes du débat. Moi, il y en a un sur lequel je veux insister, qui est que bien sûr, il faut conserver de la production et de la réindustrialisation. En tous les cas, à chaque fois qu'une usine est menacée de fermeture en France, il faut la défendre. Donc là, il faut qu'il y ait des garanties qui soient données par les investisseurs étrangers du fait que l'emploi n'est pas menacé. Moi, je suis un peu plus dubitatif sur tous les arguments relatifs à la souveraineté, notamment à la souveraineté sanitaire. Ça a été dit, on le sait notamment depuis la crise Covid, on ne fabrique pas le principe actif du Doliprane en France. Donc nous sommes toujours dépendants de ces pays dans lesquels le coût de production du principe actif, en Inde, en Chine, sera mécaniquement, intrinsèquement inférieur à ce qu'il pourrait être en France. Donc le sujet, il est moins sur la souveraineté que, pardon de lâcher ce terme, mais sur une forme de monopole. Vous savez qu'il n'y a pas de générique du Doliprane en France. Il n'y a pas de générique du Doliprane en France. Vous savez qu'en France, une boîte de Doliprane, 8 Doliprane, ça vaut en moyenne 2 € en pharmacie. Vous allez en Espagne, où il y a un générique du Doliprane, pour 2 €, vous avez une boîte de 40 capsules de paracétamol. Donc, le sujet qu'on a, c'est qu'en France, historiquement, on a cherché à préserver l'emploi, c'est-à-dire la fabrication du Doliprane, en maintenant une rente et en ne faisant pas de générique du Doliprane, ou alors quand on en a fait au milieu des années 2010, en fait, on les a fait au même niveau de prix. Donc, il y a 400 millions de boîtes de Doliprane qui sont vendues chaque année. Moi, je préférais que, puisqu'on parle beaucoup du Doliprane, c'est qu'on ait cette discussion en disant, mais pourquoi on n'a pas des génériques à des prix 8 fois inférieurs pour le médicament le plus consommé? Parce que là, on fera la jonction à la fois sur un enjeu de souveraineté,
mais aussi accessoirement sur un enjeu de pouvoir d'achat et de mettre fin à certaines rentes qui existent pour des laboratoires pharmaceutiques, dont une partie du bénéfice n'est pas réinjecté dans l'essentiel, qui est celui de la recherche et de l'innovation. Donc, on ne pose pas les bonnes questions. Aujourd'hui, cette polémique je pense qu'on aborde le sujet par le petit bout de la lorgnette, qui est important. À Lisieux ou à Compiègne, ces usines, elles sont cruciales parce que c'est de l'emploi. Parce que le Doliprane, tout le monde le connaît, la petite boîte jaune dans sa pharmacie. Il y a une charge symbolique parce qu'il y a eu une inquiétude au moment de tension de pénurie. Mais moi, je préfère qu'on mette la pression sur les laboratoires pour qu'il y ait en permanence des stocks. Aujourd'hui, les laboratoires ont l'obligation d'avoir 2 mois de stock. On pourrait le passer à 4 mois pour être certain de ne jamais avoir de pénurie. Mais je voudrais aussi qu'on se pose la question de l'industrie du médicament et d'un certain nombre de rentes qui peuvent y exister. Et pour Sanofi, historiquement, c'était héritier de Renaud Poulenc, historiquement, le Doliprane a été une sacrée rente de situation, avec notamment l'interdiction, de fait reconduite par le pouvoir politique, d'avoir du Doliprane, je vous le redis, à 2 €, non pas les 8 cachets, mais à 2 €. Je vous dis, vous allez en Espagne, vous achetez une boîte de 40. Alors, en France, on peut pas vendre à 40 parce qu'il y a des problèmes de posologie pour éviter du mésabus, exactement. Mais il y a des moyens quand même de s'attaquer à un vrai sujet. Alors, moi, je travaille beaucoup en ce moment. Cette semaine, on va être sur le budget de la sécurité sociale. Je suis favorable à ce que on puisse chercher l'efficience de la dépense publique. Et il y a une efficience dans la dépense du médicament qui est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Mais Philippe Vial, ça vous inspire ce sujet Doliprane, un vrai coup de gueule? Oui, enfin, disons que il y a quelque chose d'étrange là-dedans. On aurait dit, il y a une délocalisation, on comprend, qui est un mouvement syndical et politique. Il ne s'agit pas du tout de délocalisation, il ne s'agit pas du tout de fermer la boîte, de Doliprane d'ailleurs. Donc non, il s'agit de pas être content parce qu'il y a un fonds étranger qui arrive en France, etc., alors que la France a besoin d'être attractive, sinon on aura un chômage massif. Ensuite, Sanofi veut réinvestir 1 milliard dans la recherche. Et on a besoin, on l'a bien vu au moment du vaccin du Covid, on a besoin d'argent pour la recherche. Et c'est très nécessaire puisque les dividendes que rapporte le Doliprane, ça va aux actionnaires, tandis que la recherche, ça sert à soigner les malades. Donc, il y a un bénéfice là qui se discute et dont, une fois de plus, on ne comprend pas très bien que la gauche syndicale soit à ce point remontée. La gauche syndicale, c'est donc pas Jérôme Gage. Hein. Non. Non, en l'occurrence. Non, mais sur certains points, je suis d'accord avec eux. Sur certains points, on a senti quand même que Jérôme Gage était peut-être là, c'est la réaction, en accord. si vous voulez, c'est la CGT qui veut dire voilà comment faut faire l'économie nationale. Et si la CGT dirigeait l'économie nationale, la France s'appellerait l'URSS, elle se serait effondrée en 1991, alors, ça y est, on a basculé en 91, et aujourd'hui on aurait Poutine au pouvoir. Donc heureusement que la CGT fait pas la politique économique de la France. Oui, mais je préférerais quand même, sur ce sujet du médicament, qu'on se dise que peut-être le mode d'organisation, il est à revoir. Vous voyez, par exemple, moi je défends l'idée d'un pôle public du médicament. Si nous considérons qu'il y a un certain nombre de productions qui sont essentielles, à la fois en termes de souveraineté, si nous considérons que la recherche doit être, vous voyez, je préfère, on parle à nouveau du budget, on y vient. Je sais que vous brûlez de parler du budget. La plus grande niche fiscale en France, c'est ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. C'est-à-dire, c'est le soutien qu'on a donné à tous ceux qui financent de la recherche, de pouvoir déduire leur investissement de la recherche de leur impôt sur les sociétés. Sanofi, moi, ils étaient implantés dans ma circonscription à Chilly-Mazarin. J'ai beaucoup suivi le dossier. On peut toucher beaucoup de crédit impôt recherche et être assez défaillant parfois et préférer racheter ou sous-traiter à des start-up tout le volet de la recherche. Donc, réintroduire, sans tomber dans le soviétisme, je vous en supplie, l'idée qu'il y a des activités humaines qui peuvent échapper à la règle du marché. Voilà. Le marché, il peut être pertinent pour réguler des choses, mais la marchandisation de la santé, elle est problématique. L'idée d'un pôle public, et notamment européen du médicament, parce que c'est la taille critique, voilà des beaux projets. On a été capable de le faire pour Airbus, on a été capable de le faire pour Ariane. Est-ce qu'on n'est pas capable aussi de se dire, il peut y avoir une souveraineté européenne contrôlée par la puissance publique qui ne fait pas de la santé un lieu de vecteur de profit pour verser des dividendes à certains au détriment de la santé publique. De toute façon, la high-tech, la recherche et la high-tech, Doliprane, c'est du low-tech, hein, c'est vraiment bon.
c'est rarement très rentable, hein. Ça coûte beaucoup d'argent. Après, ça peut rapporter beaucoup, puis ça peut surtout soulager beaucoup de malades, de maladies qu'on n'arrive pas encore à soigner aujourd'hui. Donc c'est très nécessaire que la marche en avant de la médecine ne soit pas freinée. Mais par ailleurs, alors là, vous êtes plus calé que moi là-dessus, puisque vous travaillez là-dessus, le profil de la recherche a beaucoup changé ces dernières années. Avant, il s'agissait quand même de grosses entreprises pharmaceutiques, le fantasme de Big Pharma, qui est quand même un complotisme de base, hein, quand même, voilà. Mais des grosses boîtes. Aujourd'hui, comme vous le disiez, elles travaillent avec beaucoup de start-up, ça c'est beaucoup elles ont en grande partie externalisé leur mission de recherche. Ouais. Oui, mais ce n'est pas pour ça que ça ne marche pas. Les petites start-up trouvent des choses. On l'a vu par exemple avec le vaccin contre le Covid. On a compris que Jérôme Gage brûlait d'envie de parler du budget. Mais alors on plein dedans, j'ai passé mon week-end à balayer les amendements qu'on va commencer à examiner demain. Jérôme Gage, dans cette émission aussi, on est en plein dedans. On a parlé de ça avec Pierre Moscovici pendant un long moment. Est-ce que la seule ressource dont dispose aujourd'hui le gouvernement, c'est le 49.3 ? Alors déjà, vous basculez tout de suite dans le point d'atterrissage. Je vous provoque, Jérôme Gage. Dans un monde normal, un gouvernement ultra minoritaire comme celui-ci, qui fait suite à un gouvernement qui était moins minoritaire, mais qui était minoritaire depuis 2022 et qui a recouru massivement au 49.3. S'il voulait entendre le petit message des Français, ce serait de dire, on va essayer de construire des positions de convergence. Voilà. Personne ne peut avoir raison tout seul, puisqu'il n'y a pas de majorité claire qui s'est dégagée. Et là, avant même qu'on rentre dans le débat budgétaire, on nous met des lignes rouges en disant on est prêt à débattre de tout, mais vous touchez pas au niveau des impôts qu'on a prévu de faire et vous touchez pas à l'ampleur du coup de rabot qu'on a prévu de faire. Et si vous le faites pas, on fera du 49.3. Bon, moi je vous dis, au moment où demain je débarque sur le budget de la Sécu, qui est plus important que le budget de l'État, on a des dizaines et des dizaines de propositions, à la fois d'économie et aussi de recettes plus justes. Mais si on a cette espèce d'oukase qui est posée, qui est de dire oui, mais ce n'est pas respectueux de la ligne ordolibérale qui a été fixée par Bercy, ça, ce n'est pas le principe du compromis. Attendez, oui, pour autant, les 50 milliards de recettes fiscales supplémentaires qui ont été votées dans un premier temps par la Commission des Finances entre mercredi et samedi matin, il y a quand même une forme de frénésie fiscale. Et ce que Michel Barnier appelle le concours Lépine fiscal. Est-ce que vous pensez que l'ancien président... 50 milliards qui s'ajoutent aux 20 milliards. Ça veut dire que ça ferait plus 70 milliards d'impôts. Mais vous voyez, vous utilisez les termes de la frénésie. Je vais prendre le président, le groupe Modem. Vous voyez, c'est pas des gauchistes avec un couteau entre les dents. Quand depuis des années, au diapason de beaucoup d'acteurs, y compris à gauche, estiment par exemple que dans cette période inflationniste, on n'a pas taxé les hyper-profits et les super-profits qui ont pu être faits par un certain nombre d'entreprises qui ont généré de la rente. Voilà. Et que on propose, en taxation temporaire ou pérenne, je suis prêt à avoir la discussion, d'aller chercher dans ces super-profits qui se sont accumulés dans un certain nombre de très grandes entreprises, puisque tout le monde doit faire l'effort et qu'on nous dit non, ça c'est pas possible. Voilà. Il y avait une mesure qui avait été mise en place il y a un an. On nous avait dit vous voyez, ça va être formidable, ça porte un drôle de nom, la crime. Voilà. Ça devait rapporter 2 milliards, ça n'a rapporté que 300 ou 400 millions d'euros parce que le diable se niche dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que organiser le partage des richesses qui existent dans ce pays pour pouvoir, face à une situation plus que compliquée, il faut se poser la question de qui est responsable de cette situation compliquée. Ceux-là même qui ont organisé l'appauvrissement de l'État depuis 7 ans. Pourquoi on a un défi un peu plus de 7 ans. Donnez-nous les noms. Depuis 7 ans. Et Pierre Moscovici, dans son rapport de la Cour des comptes au printemps, juillet, vous avez raison, écrivait noir sur blanc, l'État, depuis 7 ans, s'est auto-appauvri de 62 milliards de recettes fiscales. Il a fait le choix, c'était la fameuse théorie du ruissellement d'Emmanuel Macron. On va baisser les impôts et singulièrement des entreprises les plus profitables et des ménages les plus aisés, et tout ça va magiquement ruisseler et bénéficier à l'ensemble de la société. Ça n'a pas marché. Ce sont ceux qui sont dans un aveuglement dogmatique. Dans la période, moi, un peu de pragmatisme. Voilà, je suis prêt à me dépouiller, y compris de certaines de mes convictions de gauche, pour être pragmatique. Quand on me dit on peut taxer des super profits, on peut revenir sur l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé. Je me rappelle à l'époque, Emmanuel Macron, il a dit ça va marcher.
toutes les études, le Conseil d'analyse économique, ont dit il n'y a pas eu de ruissellement. Les 300 000 ménages... c'était pas pour le ruissellement, c'était pour l'implantation d'entreprises en France. C'est une forme de ruissellement qui était de dire ceux des ménages à qui vous allez désormais donner de l'argent, puisqu'ils vont plus payer l'impôt de solidarité sur la fortune, ils vont investir dans du capital risque, dans des PME, etc. Ça n'a pas marché, ça a accru les dividendes versés, et donc ça a augmenté leur propre épargne. Moi, je m'en fiche que les millionnaires et les milliardaires, ils épargnent un peu plus. On a besoin d'injecter dans le tissu économique. Donc, j'en reviens au 49.3, puis après je permets à Philippe de commenter. Quelle magnanimité! Non, mais parce que je me rends compte que je parle beaucoup et qu'il ne m'interrompt pas. Et il peut évidemment porter la contradiction, c'est le charme du débat. Dire tout de suite, à la fin, il y aura un 49.3 et on ira picorer les amendements qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Non seulement ça va pas régler le problème économique, mais ça va rajouter à la crise démocratique qui est latente dans notre pays, et plus que latente. Parce que les gens voient, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 juillet? C'est que les gens ont le sentiment d'avoir voté et que ça n'a rien changé. C'est quasiment les mêmes aux responsabilités. Pire, ceux aux responsabilités, ce sont ceux qui n'étaient pas dans le jeu du Front républicain le 7 juillet au soir. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète plus, si on revient aux principes politiques, c'est la désespérance, la mélancolie, voire la colère démocratique qui va s'exprimer si, à nouveau, on repart sur une litanie de 49.3. Philippe Val. On a quand on est plutôt pas comme vous, si vous voulez, dans les commissions pour travailler, mais le matin en train de faire sa revue de presse, comme moi, on a l'impression que pour la gauche, arrêter les dépenses, diminuer les dépenses, c'est mal. Pour la droite, c'est bien. Pour la gauche, augmenter les impôts, c'est bien. Pour la droite, c'est mal. On a l'impression d'un débat identitaire. Et que quand l'un propose sa solution, l'autre dit « Ah, vous touchez à mon identité de gauche, vous touchez à mon identité de droite, etc. » Je note que vous avez dit le contraire. Je suis prêt, dans une logique de front républicain, à faire un pas vers l'autre, évidemment. Sinon, ça marche pas. Donc je pense que comme ça va très mal, on le sait bien, il y a une crise politique assez grave, il y a une crise de confiance qui est au-dessus de nous, qui est plus grave que nos petits ennuis personnels, que nos petites boutiques politiques privées. On a une crise politique, une crise démocratique qui parcourt l'Europe. Et en France, elle est particulièrement en ébullition depuis les élections européennes et législatives catastrophiques qu'on suivi, qui montrent une majorité étrange, parce que c'est comme si le Rassemblement national ne faisait pas partie de l'Assemblée. On dit la gauche et le front de gauche est majoritaire. Non, il est minoritaire. Il y a une majorité à droite sur cette Assemblée. Le Front de gauche est 27%, donc on fait pas une majorité avec 27%. Donc il y a une espèce de non-dit, de tout. Bon, il y a un problème d'analyse, de dire mais non, mais c'est comme ça, de refuser la réalité. Or, je pense que on pourrait peut-être s'entendre sur ce gouvernement et le considérer peut-être comme un gouvernement un peu technique et de dire voilà, on va essayer de réduire. C'est compliqué avec Bruno Retailleau de penser que c'est un gouvernement technique. La dette, oui, mais c'est Retailleau, il est à l'intérieur, il est pas aux finances. Ouais. La dette, elle ne date pas. Macron, là, évidemment, le président Macron, ses 2 mandats l'ont augmenté, mais il y a eu quand même, il faut le dire, les gilets jaunes qui ont coûté 9 milliards, il y a eu le Covid qui a coûté 90 milliards, bref, tout ça a coûté beaucoup d'argent, mais la dette, elle date des années 80, on a vu que les taux d'intérêt étaient très bas et qu'on pouvait faire beaucoup d'emprunts. Elle date des années 80, la dette de l'État. On a commencé à grignoter, à aller très très loin, aller au-dessus du PIB, parce que parce que l'euro était fort et qu'on pouvait se permettre des fantaisies budgétaires qu'on regrette aujourd'hui. C'est quand même ça qui s'est passé. À droite comme à gauche, les gouvernements de droite comme de gauche. Tous ont pensé au ruissellement. Tous ont joué sur le ruissellement. Tous, à droite comme à gauche. C'est pas Macron, il a repris le mot, mais c'est un mot qui préexistait bien avant lui. Donc, il va y avoir sans doute politique de l'offre. Voilà, politique de l'offre, exactement. C'était le mot avant, ruissellement. Maintenant, il va y avoir un vote à l'Assemblée dont on sait très bien que ce sera un non. Ça sera non. Ça sera jamais voté. Ça sera jamais voté pour des raisons d'image de chaque parti. Même s'ils arrivaient à se mettre d'accord et à opiner du chef en coulisses en disant oui, je suis d'accord là-dessus, mais je veux pas le voter, tu sais bien pourquoi. Bon, ok. En réalité, ils pourraient, mais ça se fera pas. On sait que ça ne se fera pas. Il y aura un 49.3. C'est pour ça qu'ils ont dit 49.3, mais pas tout de suite. Il y aura un 49.3. Le 49.3. Mais ça n'est pas hors la loi. Le 49.3 est constitutionnel. Et en plus, il y a une réponse démocratique au 49.3, c'est les motions de censure qui suivent. Donc l'utilisation du 49.3 n'est pas dramatique. Oui, mais Philippe, ça n'est pas un déni démocratique.
c'est dans la Constitution. Moi, j'aimais beaucoup Michel Rocard. La multiplication ma tendance politique à l'époque, voilà. Michel Rocard l'a utilisé à répétition, de façon presque compulsive, le 49.3. Sauf que là, la situation dans laquelle on est, on nous a dit, il n'y a pas de majorité, il faut donc essayer de construire des compromis. Et si on démarre une discussion en disant, il y aura le 49.3, quoi qu'il advienne... Mais qui veut les compromis? Vous croyez que Mathilde Panot, elle veut un compromis? Moi, par principe, je fais de la politique pour faire des compromis. Ah oui, non, mais vous ne ferez pas. Alors là, écoutez, je suis prêt à faire des compromis avec tout le monde. Voilà. Vous ne ferez jamais de compromis. Vous n'arriverez jamais à faire de compromis avec eux, sauf s'ils vous demandent votre veste, votre cravate, votre chemise, votre pantalon et votre slip, et que vous leur donnez. Là, ils seront d'accord. C'est la raison pour laquelle je pense que à gauche, ça va mieux. Quand le centre de gravité de la gauche, il est plus proche de la gauche républicaine, sociale, écologiste, européenne, que j'essaye d'incarner, de construire ou de reconstruire avec d'autres. Et que ce mouvement-là, on peut l'engager. Réponse de Philippe Val. Mais de temps en temps, vous dites, ohé, il y a quelqu'un, parce qu'autour de vous, il n'y a pas grand monde. On y travaille. Eh bien, messieurs, maintenant j'aimerais qu'on dise quelques mots avant de se quitter sur Emmanuel Macron, sur cette séquence colère jeudi soir à l'issue du sommet européen à Bruxelles. Il est arrivé un peu après 21h30 dans la salle de conférence française, donc c'était au siège du Conseil européen. Et on va écouter le préambule de sa conférence de presse. Regardez tout, l'image et les sons. Je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve, au fond, d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la véracité de tels propos. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs que ce qui provoque l'ire du président de la République, c'est cette phrase qu'il a déclarée lors du Conseil des ministres de mardi. Je le cite, Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays, Israël, a été créé par une décision de l'ONU. Et ça, c'est une information du Parisien qui a été confirmée par BFM TV. Et Emmanuel Macron, donc, s'en prend aux journalistes, mais aussi au premier chef, au ministre, Philippe Val. Non, mais ça vient après plusieurs choses qui nous ont interloqués et qui nous ont peut-être même fait mal. Mal à l'âme de Français ou de citoyens, en tous les cas, d'un pays qu'on aime. Ça a été son absence à la manif contre l'antisémitisme, ça a été ses propos sur la livraison d'armes, et ça a été à Israël, et c'est ensuite maintenant cette fois. Il y a des signaux comme ça qui s'accumulent et qui fait qu'on se sent mal à l'aise et qu'on a envie de dire aux Israéliens, écoutez, on n'est pas représenté toujours par notre président, faites-nous confiance, on est avec vous, on sait que vous n'avez pas été inventé par l'ONU, mais que grâce à votre vaillance après l'extermination des Juifs d'Europe, vous avez créé cet État, malgré que depuis 1920, les pays arabes autour ont refusé tous les accords, même ceux qui ont été les plus favorables, et que malgré ça, vous avez construit cet État qui nous est cher, auquel on tient, et on sera toujours avec vous. Mais il y a un vrai problème en France de mauvaise compréhension de cette situation, et c'est dramatique parce que je pense que la majorité des Français sont du côté d'Israël. Et ils ont raison parce que Israël est un bout d'Europe au Moyen-Orient, avec des institutions démocratiques. On peut dire tout le mal qu'on veut de Netanyahou, et on a sans doute raison. Il faut souvent d'ailleurs, mais il n'en reste pas moins que c'est un pays allié. Il y a l'Europe, les États-Unis, la France, Israël, et de l'autre côté, il y a l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. On est de quel côté dans cette affaire? Parce que ça, c'est une réalité géopolitique. Israël fait partie de notre camp. Ou alors on est du camp de la Corée du Nord et de l'Iran. C'est tout. Sur la forme, la colère d'Emmanuel Macron, il s'en prend, il l'a dit, au manque de professionnalisme de ses ministres. Des journalistes, les deux. Bon, il est responsable de ses ministres. Et les journalistes, il y a non pas la séparation des pouvoirs, mais il y a un quatrième pouvoir, et je n'aime jamais quand un responsable politique dit qui sont les bons et les mauvais journalistes. Bon, moi par contre là, il est responsable de ses ministres, il siège avec eux au Conseil des ministres, donc il s'en prend au professionnalisme de ses propres ministres. Je me rappelle au moment de l'affaire Benalla où il disait
soyez fiers d'être des amateurs. Et s'il y a un responsable, c'est moi, qu'ils viennent me chercher. Et donc, je trouve que c'est un peu... un président ne devrait pas dire ça, sur la forme et sur le fond. S'il le pense et qu'il le dit en Conseil des ministres, alors il le dit aussi, il l'assume publiquement. Et là, on a le débat de fond que vient de mentionner Philippe Val, où en effet, il y a eu ce sentiment d'une valse hésitation de la part d'Emmanuel Macron. Je me rappelle qu'au lendemain des pogroms du 7 octobre 2023, il avait lancé cette idée qui avait déconcerté beaucoup, qui est de dire nous allons mettre en place une coalition internationale comme celle qui avait permis d'éradiquer Daesh pour aller s'en prendre au Hamas. Beaucoup à l'époque avaient dit waouh, tu vas beaucoup trop loin. Et là, il y a le sentiment d'un mouvement de balancier inverse. Il y a une singularité de la position française dans le conflit israélo-palestinien, qui a toujours été de dire nous sommes un soutien indéfectible de l'État d'Israël. Et quand on dit ça, c'est bien évidemment de l'existence de l'État d'Israël. Moi, je suis un soutien de l'État d'Israël et un adversaire de Benjamin Netanyahou, et qu'il n'y a pas de contradiction à avoir les deux. Mais nous sommes aussi... On peut adorer l'Italie et pas aimer Belloni. Nous sommes, et évidemment, mais nous sommes aussi pour la protection des civils palestiniens, l'arrêt des bombardements, un cessez-le-feu, des corridors humanitaires, tout ça, évidemment, après que les otages aient pu être libérés. Et cet équilibre dans la position française, il faut le surveiller comme le lait sur le feu, parce que sinon, la force de la position française, eh bien, elle n'est plus entendue ni par les uns, ni par les autres. Et donc, on a eu là une impression, et plus qu'une impression, d'un président qui naviguait un petit peu à vue et perdait cette singularité française. Et qu'oublie une réalité de terrain. Vous faisiez allusion aux otages. On peut comprendre que la politique d'Israël soit très dure, parce qu'il y a d'abord, il s'est passé quelque chose de terrible cet octobre. On n'imagine pas. On parlait des attentats et des traces que ça laisse tout à l'heure en parlant de Simon Fieschi. Et là, c'est massif en Israël. Ça laisse des traces dans la psychologie, dans l'âme, dans le corps des gens, dans leurs pensées quotidiennes, et puis ça vit avec eux jour et nuit. Ils ont ça en tête. Ce qui s'est passé sur le corps des femmes par le Hamas est inoubliable. Il ne faut pas l'oublier, mais ça hante l'État d'Israël. Et voilà, les otages dont vous avez parlé, c'est décisif. Bien sûr qu'on veut un couloir humanitaire, bien sûr qu'on veut un cessez-le-feu, mais les otages, on veut y rendre les otages, ou hélas peut-être ce qu'il en reste, parce que connaissant les mœurs du Hamas, ils doivent pas vraiment être très bien traités. Je sais même pas s'ils sont traités. Donc voilà, c'est terrifiant. Il faut voir la réalité, pas simplement nos opinions. La chose matérielle, la douleur, le corps des gens. Ce qui s'est passé sur Philippe le corps. Val, je suis d'accord avec tout ce que vous voulez dire, mais la réalité aussi, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de morts palestiniens. Bien sûr, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre, mais parce que les dirigeants palestiniens... Non, mais ça suffit pas de dire c'est la guerre. C'est-à-dire que moi, je me réjouis jamais de la guerre. Moi non plus. Voilà. Et que donc, s'il y a, par d'autres moyens, on peut atteindre les mêmes buts de guerre que ceux de la poursuite de cette représailles massive, alors il faut emprunter ce chemin-là. Et c'est là qu'on a la musique que vous entendez, la parole de la France. La musique que vous entendez signe la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez le 120 minutes de Léopold Hautebert. L'information continue sur BFM TV.